Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la politique d'Emmanuel Macron en Corse. Grand discours à Bastia où il a développé sa stratégie. Sécurité, accès aux soins, logement, cohésion territoriale. Le président veut faire revenir l'État sur l'île. Opération séduction à destination des Corses donc. Et un cadeau pour les nationalistes, un seul. Mentionner la Corse dans la Constitution, c'est oui et c'est plutôt une surprise. En revanche, c'est non pour la co-officialité de la langue et le statut de résident. Avant ce discours, on parlait d'un exercice d'équilibriste. L'exercice est-il réussi? Nous en discuterons avec nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel à Thierry Fabre. Nous reviendrons notamment sur cet épisode neigeux qui traverse la France et qui met en difficulté beaucoup de nos concitoyens. La question est évidemment toujours la même. Les autorités ont-elles suffisamment anticipé? Leur gestion de la crise est-elle à la hauteur de l'événement, Peuvent-elles faire plus et mieux? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Nicolas Menet. Il a fondé un cabinet de conseil en innovation et il tire à boulet rouge sur le financement des start-up dans un livre coécrit avec Benjamin Zimmer. Start-up, arrêtons la mascarade. Selon lui, des milliards de capitaux publics subventionnent des entreprises qui créent peu d'innovation et peu d'emplois. Il nous expliquera tout cela. Mais d'abord, la Corse. Ça y est, Emmanuel Macron a clarifié sa politique. Et sa politique, c'est de s'occuper des Corses, de leur quotidien, de leur sécurité, de leurs préoccupations. Rester dans le giron de la République, ce n'est pas perdre son identité, dit-il. Un message très clair et très ferme adressé aux nationalistes, auxquels il accorde tout de même la mention corse dans la Constitution. Héloïse Grégoire. C'était un discours très attendu et sous haute tension. À peine arrivé à la tribune, le chef de l'État annonce la couleur avec fermeté. Cette conviction, c'est que la Corse est au cœur de la République. Emmanuel Macron a dit non à plusieurs revendications des élus nationalistes corses. Il n'y aura donc pas de statut de résident sur l'île. Pour le président, c'est une mauvaise réponse face à la crise du logement. Concernant la co-officialité de la langue corse, le chef de l'État a également fermé la porte. Mais le bilinguisme, ça n'est pas la co-officialité. Je veux ici le redire très clairement. C'est la reconnaissance d'une identité culturelle et linguistique dans la République. C'est la volonté de la faire vivre. Mais dans la République française, et d'avant même la République, il y a une langue officielle, et c'est le français. Et puis, contre toute attente, Emmanuel Macron se dit prêt à reconnaître l'une des exigences des élus nationalistes, soit la spécificité de l'île de Beauté. Je vous annonce solennellement aujourd'hui que je suis favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution. Les nationalistes voulaient le rapprochement des prisonniers corses sur l'île. Le chef de l'État ne l'a pas évoqué dans son discours. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni n'ont pas applaudi l'allocution du chef de l'État. Et on attend évidemment leur réaction. Avec nous, pour aller plus loin, ce soir, Hélène Constanti. Bonsoir, vous êtes journaliste d'investigation et auteur de L'étreinte mafieuse. Michel Verger-Franceschi, historien, professeur à l'université de Tours et auteur de Une histoire de l'identité corse. Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CEVIPOF. Et Vincent de Bernardi, chroniqueur au magazine Parole de Corse, auteur de La France en général et de la Corse en particulier. C'est tout le sujet de ce soir. Merci à tous les quatre d'être ici. On a quand même été frappés par un discours au départ complètement tourné vers le quotidien des Corses, vers leurs préoccupations quotidiennes, une succession de non aux revendications nationalistes, et puis je le disais en introduction, soudain, ce oui à la mention corse dans la Constitution. Est-ce que vous avez été surpris? Qu'avez-vous pensé de ce discours, Michel Verger-Franceschi? Alors avant le discours, je voudrais dire que l'événement des 2 jours me fait regretter qu'il n'y ait pas plus de femmes en politique. Parce que l'événement, il a été créé hier. On a vu Madame Yvan Colonna s'adresser au président de la République en lui disant qu'elle comptait sur lui. Et donc que l'épouse d'un prisonnier dit politique depuis 20 ans s'adresse au président de la République, c'est un geste de reconnaissance. Elle le reconnaît, pas de reconnaissance évidemment à l'autre terme. Elle le reconnaît comme chef de l'État et elle lui demande d'agir vis-à-vis de son mari et au nom de ses enfants, de son fils qui depuis 6 ans n'a pas vu son père. C'était très très émouvant. Et l'autre femme, c'est Madame Erignac. Madame Colonna, le soir, elle a dit pas d'amnistie. Et elle a dit nous n'oublierons pas. Et Madame Erignac, le matin, a dit il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'elle a répondu à la veuve du préfet assassiné sans la voir, mais c'était un dialogue entre 2 femmes qui ne se sont pas vues.
Et donc, pourquoi des femmes? Parce qu'elles incarnent la vie. Et donc, elles donnent la vie à des enfants. Il y a eu assez de morts, je crois, en Corse depuis plus de 40 ans. Et donc, les hommes, eux, restent toujours sur des positions fermes, vous venez de le dire, que ce soit le président de l'exécutif, le président de l'Assemblée ou le président de la République. Et donc, je crois que si on avait beaucoup plus de femmes en politique, elles ont tort de demander la parité, elles devraient demander la supériorité. Alors, pendant que vous parliez, est tombé effectivement, c'est urgent, de l'AFP, Emmanuel Macron en Corse, une occasion manquée selon les nationalistes qui viennent donc de réagir à ce discours, et c'est une réaction plutôt déçue, voire pire, une occasion manquée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent de Bernardi? Je ne suis pas très surpris de cette réaction, elle est relativement modérée dans les termes. Pour l'instant. Pour l'instant, à voir si la sémantique va se durcir dans les heures qui viennent. La vérité, c'est que le premier discours, hier, a été ressenti de manière extrêmement brutale par les responsables de la collectivité territoriale. Ils l'ont peut-être pris un peu tôt de cette manière-là. Aujourd'hui, le président de la République a confirmé cette posture assez ferme, même si les termes étaient plus choisis, mais globalement, il a dit non à tout, sauf à cette ouverture sur l'inscription de la Corse dans la Constitution. Et ça ne semble pas suffire. Mais ça ne suffit pas pour les nationalistes, parce qu'ils ont toujours dit que l'article 72, tel que le président de la République l'a mentionné, ne permettait pas une véritable autonomie de plein droit et de libre exercice. Hélène Constanti. Moi, j'ai trouvé ce discours très habile. J'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron n'est pas tombé dans le piège à la fois qui était tendu par les nationalistes et qui a été tendu aux gouvernements successifs depuis 40 ans, où les relations sont extrêmement conflictuelles entre la Corse et la République. Donc, il a gardé la main. Les nationalistes avaient essayé d'instaurer un rapport de force, à la fois en mettant en avant leur agenda, leurs revendications, prisonniers politiques, co-officialité de la langue. Emmanuel Macron est resté finalement sur la ligne qui était aussi celle qui avait été annoncée pendant sa campagne électorale. Il avait tenu un discours à Furiani pendant sa campagne dans lequel les ouvertures étaient relativement limitées. Il avait un petit peu parlé de la langue, là il en a à nouveau parlé sans aller vers la co-officialité, mais en reconnaissant le bilinguisme. Donc je trouve ça plutôt habile. Je pense qu'il a bien évalué les rapports de force. Et puis aussi, ce discours était destiné aux Corses, mais aussi à l'opinion nationale. Et on sait combien l'opinion nationale a du mal à comprendre. Enfin, il y a vraiment un fossé entre ce qui est perçu par beaucoup de Corses et la façon dont l'opinion française perçoit la question corse. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'était un discours intéressant et cohérent. Bruno Cotresse, une occasion manquée, disent les nationalistes. Ils ont plutôt vu les non que le oui de dernière minute. Ça, et je suis plus mesuré sur les qualités de ce discours. Je trouve qu'on a retrouvé dans ce discours à la fois de très nombreuses qualités d'Emmanuel Macron qu'on lui connaît bien, de l'habileté, effectivement, la capacité à réserver une surprise, effectivement, mais aussi on a retrouvé quelques-uns des défauts qui s'expriment parfois chez Emmanuel Macron, et on aura l'occasion de revenir, je pense, sur certains extraits. Bien sûr. Et parfois ce discours, on va dire, a donné un peu le sentiment d'être un peu technocratique sur certains aspects. Il y a toute une partie du discours, notamment le tout début, où on est clairement sur un exercice d'un chef de l'État qui a un discours de chef de l'État, mais précisément, il est le chef de l'État qui est ressenti par les nationalistes comme la question qui pose problème. Donc structurellement, il y a de toute façon, quand le chef de l'État s'exprime sur la question corse, il y a de toute façon des incompréhensions qui seront là au bout du compte, de toute façon, quoi qu'ils disent. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de défauts que j'ai trouvés dans la forme, parfois aussi dans le fond, mais surtout dans la forme. On aura l'occasion d'en venir. Et certains passages du discours du chef de l'État qui peuvent être interprétés par des nationalistes corses comme quelque chose un peu de dur, voire parfois d'un peu donneur de leçons. Sur certains passages, je pense notamment au passage où il est revenu sur les moyens publics alloués à l'enseignement de la Corse et au fond du corse, de la langue corse, et au fond il leur dit mais tout ça n'est quand même pas très bien géré. Donc voilà un discours où j'ai retrouvé de nombreuses qualités d'Emmanuel Macron, mais parfois aussi certains de ses défauts. Et Michel Berger-Franceschi, il y a quelques jours, Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, disait il y a une spécificité
nationalité corse, il y a une identité, mais il ne faut pas l'inscrire dans la Constitution parce que la Constitution, elle vaut pour tous les territoires de la République. Est-ce qu'en disant oui à la mention corse dans la Constitution, Emmanuel Macron ouvre une boîte de Pandore ? Alors je ne sais pas si elle sera de Pandore, mais il donne une possibilité à la Corse qui était une possibilité réclamée. Il faut bien voir que dans la nuit du 2 au 3 février, la majorité territoriale corse a fait une liste avec 4 demandes, en disant sans préalable ni tabou. Première chose, le dialogue. Le dialogue a eu lieu. Donc entre Talamone, Simeone et le président de la République, il a eu lieu hier. Donc le premier point a été acquis. L'inscription de la Corse dans la Constitution, le point a été aussi acquis. Donc 2 points acquis sur 4. Dans toute discussion, on ne peut pas avoir les 4 points. Alors il en reste 2 autres. Les 2 autres, c'est la co-officialité de la langue. Et on ne peut pas mélanger l'apprentissage du corse qui, d'après Gilles Simeoni, qui est un ami que je connais très bien, mais qui reconnaît lui-même qu'il y a 30 000 locuteurs sur 331 000 habitants, si on respecte effectivement la démocratie, c'est-à-dire la loi de la majorité, 50 plus 1, il faut attendre qu'il y ait 150 000 Corses à peu près qui puissent transmettre ce qu'on appelle une langue maternelle. C'est une langue que l'on apprend de sa mère et il faut des années pour la transmettre aux enfants. Et donc, on pourra sans doute un jour peut-être avoir cette co-officialité, mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain. François Ier a créé le Collège de France en 1530, le français est devenu général en 1789. On a mis 2 siècles et demi à parler français et non pas breton, normand, auvergnat, etc. Bon. Et la deuxième chose, c'est également le respect de l'égalité républicaine, c'est-à-dire que le statut de résident, si on m'avait dit vous êtes corse et vous ne pourrez acheter votre appartement à Paris que dans 10 ans, me forçant à payer un loyer pendant 10 ans à Paris, je n'aurais pas été content. Et donc si je me mets à la place d'un jeune professeur breton, d'un facteur alsacien qui en a marre de la pluie, etc., et qui a envie de s'installer à Bastia, si on lui dit pendant 10 ans, vous allez payer votre loyer à raison de 1 000 euros par mois, 12 000 euros par an, 120 000 euros sur 10 ans, il aurait payé son petit appartement ou son 2 pièces à Bastia. Et on ne peut pas débattre là-dessus, parce que c'est une blessure que l'on impose à l'une des valeurs, non pas de l'État français, je m'oppose toujours beaucoup à cette expression d'État français, parce que je suis né l'année où est mort Pétain. Et l'État français avait d'autres valeurs que la République française. Donc le chef de l'État, c'est l'État et pas l'État français. Eh bien, si un jeune breton ou un jeune normand, il y a beaucoup de gens qui s'installent en Corse, eh bien s'installent, il faut qu'ils puissent, avec des prêts aujourd'hui à 1,68 ou 1,80%, acheter un appartement à Bastia. Et il ne faut pas focaliser uniquement sur les villas à 15 millions d'euros à Porto Vecchio. Vincent de Bernardi, est-ce que c'est une boîte de Pandore qu'il ouvre, Emmanuel Macron, avec ce oui à la mention corse dans la Constitution, ou est-ce que c'est aussi un cadeau un peu virtuel, disons-le, puisqu'il s'y dit favorable, mais il y a évidemment tout un tas de débats parlementaires que cela devrait enclencher avant qu'on arrive à la mention corse dans la Constitution. Bien sûr. Moi, je pense que tout ça est très maîtrisé et il est allé sur ce champ de l'article 72, sachant très bien que c'était très en deçà des demandes des nationalistes et que au Sénat, le président du Sénat l'a dit à Gilles Simeoni et à Jean-Guy Talamoni la semaine dernière, l'article 72 est rien que l'article 72. Je connais mon assemblée, je ne pourrais pas vous garantir qu'on pour aller au-delà de l'inscription de la Corse dans la Constitution sur cet article-là. Donc tout ça est très maîtrisé. Et par ailleurs, dans son discours, il dit... entendons-nous bien, modifier la Constitution, c'est bien, ça vous amuse, enfin je caricature un peu, mais c'est pas ça qui change la vie des gens. Et donc il a quand même énormément banalisé et réduit à quelque chose d'assez symbolique cette inscription de la Corse dans la Constitution, qui est une revendication assez ancienne. Des candidats à l'élection présidentielle assez récemment, ou en tout cas aux primaires, l'avaient voulu. Nicolas Sarkozy était favorable pendant la campagne des primaires à une inscription de la Corse dans la Constitution. Il l'avait dit lorsqu'il était venu à Ajaccio. Et puis il y a un point sur lequel Emmanuel Macron a beaucoup insisté, c'est l'appartenance de la Corse à la Méditerranée. Le mot Méditerranée a été répété un nombre incalculable de fois. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce qui m'importe, c'est que nous puissions ensemble répondre aux attentes légitimes des Corses sur chacun des domaines et que nous puissions construire une véritable ambition méditerranéenne de la Corse. Parce que si notre île métropolitaine a un atout formidable,
c'est d'être ce poste avancé de la Méditerranée. Et c'est cela qu'il faut considérer. Hélène Constanti, rattacher la Corse à la Méditerranée, l'identité corse à la Méditerranée, est-ce que ça n'a pas quelque chose de surprenant? Non, ça l'est pas, ça l'est pas. Et d'ailleurs, c'est l'un des axes sur lesquels la nouvelle majorité au pouvoir en Corse a mis l'accent. Hein, renouer des relations avec la Sardaigne voisine, par exemple. C'est un terrain qui peut être très glissant, puisque si l'on compare la Corse à ce à quoi elle devrait être comparée, c'est-à-dire aux autres îles de Méditerranée faisant partie de l'Europe, les îles voisines ont un statut avec beaucoup plus d'autonomie que n'en a la Corse. Hein, si on la compare à la Sardaigne, à la Sicile, aux îles Baléares. Et donc il est allé sur un terrain glissant. C'est un terrain glissant. C'est vrai que si on fait la comparaison entre la Corse et ces îles voisines, il y a un champ important qui peut s'ouvrir justement d'aménagement, d'autonomie. Mais on peut aussi y arriver sans manier les grands symboles. Hein. Je pense que les Corses aujourd'hui au pouvoir à la collectivité territoriale peuvent tout à fait s'emparer de cet article symbolique, mais aussi pour faire des demandes concrètes. Hein, je pense que c'est aussi un petit peu à ça que le président Macron les a renvoyés dans leur corps, en leur disant on vous offre la mention Corse dans la Constitution, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Et voilà, il va falloir s'occuper aussi des problèmes concrets de la population, du coût de la vie, du chômage, de la formation des jeunes, d'un problème d'éducation. C'est l'une des régions dans laquelle les jeunes sont le moins formés. Il y a 30% des jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, contre 22% pour l'ensemble de la France. Donc il y a vraiment des problèmes sociaux, économiques à résoudre. Et il en a beaucoup parlé aussi. Hein. Oui. Emmanuel Macron qui veut aussi faire de la Corse un pilote en matière de développement durable. Il en a aussi beaucoup parlé, la mettre à l'avant-garde de ce combat. Écoutez. Ce qui m'importe, c'est que nous puissions ensemble répondre aux attentes légitimes des Corses sur chacun des domaines et que nous puissions construire une véritable ambition méditerranéenne de la Corse. Parce que si notre île métropolitaine a un atout formidable, c'est d'être ce poste avancé de la Méditerranée. Et c'est cela qu'il faut considérer. Bruno Cottresse, il l'a flatté aussi, cette Corse. Oui, alors là, j'ai trouvé que c'était le passage sans doute pour moi le plus intéressant. Le discours d'Emmanuel Macron, l'ensemble de ce bloc concernant la Corse en Méditerranée, le développement de la Corse, etc. Et on retrouve à la fois bien quelque chose qui est très classique chez Emmanuel Macron, sans parler de Nicolas Sarkozy, chez Emmanuel Macron, qui est de vouloir prendre toute occasion d'un sujet pour redonner un fil directeur avec toujours la perspective du sens qu'il donne à son mandat et à son élection. Il y a une sorte de parallélisme des formes absolument vraiment très intéressant dans ce passage du discours d'Emmanuel Macron. La France, elle est dans l'Europe. La Corse, elle est dans la République française. La France, elle a vocation à être le leader, le nouveau leader de l'Europe. La Corse, c'est le phare avancé de l'Europe, c'est le poste avancé. Par ailleurs, la France a adressé en mai dernier un message d'ouverture. Il faut que l'identité corse qui s'affirme soit une identité d'ouverture. Et là, on retrouve un Emmanuel Macron qui revient sur l'un de ses thèmes préférés, pas d'identité malheureuse. La possibilité de combiner deux identités, on est français et européen, on est corse et français, on est français parce que corse, on est corse parce que français. Et donc moi j'ai trouvé ce passage du discours extrêmement riche du point de vue de la rhétorique d'Emmanuel Macron et du point de vue de la réaffirmation de thèmes qui sont des thèmes très structurants de tout son discours politique. Et si on est concret, ça peut aussi être un levier économique. Je rappelle tout de même que selon l'INSEE, la Corse est la région la plus touchée par la pauvreté monétaire, avec un ménage sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté. Est-ce que Emmanuel Macron, à la lueur de ce qu'il a déclaré tout à l'heure, apporte des solutions, là, notamment avec cette avant-garde du développement durable? On ne veut pas enfermer la Corse sur un territoire terrestre et montagneux et vouloir l'enfermer en deçà du détroit de Gibraltar, c'est une deuxième erreur. Moi, je préfère regarder la Statue de la Liberté, comme beaucoup de jeunes Corses, aux boîtes de nuit d'Ibiza. Et donc, je trouve que la Corse a toujours eu une vocation mondiale. Quand vous regardez les villes qui s'appellent Pascal Paoli, ne sont pas en Europe.
elles sont dans le Connecticut, elles sont en Pennsylvanie, elles sont aux États-Unis. Quand vous regardez, ne serait-ce que la légende de Napoléon, elle se crée à Sainte-Hélène, elle ne se crée pas à Ibiza. Donc je ne comprends pas que l'on veuille enfermer la Corse dans un autre territoire, même s'il est maritime et non pas terrestre. Les Corses, on les a trouvés tout au long du 19e siècle, en Indochine, à Saïgon, sur l'ensemble de la planète. Et j'ai des amis dont les enfants corses de Bastia ont eu le bac l'an dernier à Boston. Donc je ne comprends pas que l'on remplace un espace restreint par un autre espace restreint. Une autre promesse forte sur laquelle Emmanuel Macron a beaucoup insisté, c'est la sécurité de l'île. Il en a beaucoup parlé au tout début de son discours. Le chef de l'État annonce même un renforcement des effectifs des forces de l'ordre. La Corse et les Corses ont besoin de l'ordre républicain. Car rien ne sera possible si la violence et l'insécurité continuent de perturber la vie de l'île. Il y a eu pendant trop longtemps, en Corse, des actes de violence, des crimes de toute nature qui ont nui à la population, endeuillé les familles, parfois affaibli la confiance dans les pouvoirs publics, compliqué le développement économique et social et dégradé son image. Cette violence, qu'elle soit d'inspiration terroriste ou de droit commun, n'est pas bonne pour la Corse et doit totalement disparaître. Vincent de Bernardi, là, il touche une corde sensible, Emmanuel Macron. La sécurité, c'est un vrai thème sur l'île et c'est une vraie attente des Corses. Oui, alors vous vous souvenez qu'un Premier ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, avait parlé de ce instinct de violence présent, de cette culture de la violence présente dans chacun des Corses. Il n'est pas sur ce registre-là, mais il fait référence à une histoire qui maintenant est assez ancienne, en tout cas pour ce qui concerne le terrorisme. Les crimes de droit commun, il y en a en Corse comme il y en a dans d'autres départements métropolitains. Il n'en demeure pas moins que renforcer la sécurité. Et il le dit d'ailleurs en Corse comme ailleurs. Et là, il ramène la Corse finalement dans un ensemble qui est assez semblable à celui du territoire national. Oui, mais est-ce que ce n'est pas sujet à séduire les Corses plus qu'au-delà des revendications nationalistes? Est-ce qu'il ne s'est pas adressé ce soir aux habitants de la Corse, ne serait-ce que pour les détourner du vote pour les leaders indépendantistes? Je dirais pas ça. Hélène a sans doute beaucoup d'éléments plus précis que moi sur le sujet, puisqu'elle s'y intéresse à travers ses enquêtes à cette question de la sécurité. Mais certes, il parle à l'opinion corse qui souffre de l'insécurité, comme peuvent souffrir de l'insécurité les Marseillais ou les Marseillaises ou dans d'autres villes. Mais globalement, dans tout son discours, quand il parle de logement, quand il parle... Oui, mais là, sur la question de la sécurité, les soucis de la population corse sont de nature très particulière. Il y a un mot qu'il a omis de mentionner, qui avait été mentionné par Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault, c'est le mot de violence mafieuse. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En Corse, vous pouvez laisser la clé sur la voiture, on ne va pas vous la voler. Vous pouvez laisser la porte ouverte de la maison, on ne va pas vous cambrioler. On ne va pas vous bousculer dans la rue pour vous voler votre porte-monnaie. On n'est pas à Marseille, mais c'est un autre type de violence qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus insidieux et qui est dû à l'emprise de groupes mafieux sur l'économie de la Corse, sur le bâtiment, sur le tourisme, sur les marchés publics, sur la question des déchets. Donc, sans prononcer le mot, c'est certainement à cette violence-là qu'il faisait référence et à laquelle on n'a pas encore de solution. C'est une vraie préoccupation. Il évoque le trafic de drogue aussi, qui est un sujet compliqué encore depuis très longtemps. Il n'en a pas parlé, hein? Oui. Il l'évoque. Il a été beaucoup moins précis, que le gouvernement précédent qui avait nommé les sujets les uns après les autres. C'est une violence que Gilles Siméon a toujours condamnée. Et c'est une violence dont on a vu les résultats hier, avec la jeune épouse d'un prisonnier, mère d'un enfant qui ne voit pas son père, et la veuve d'un préfet entourée par 2 enfants orphelins. Et donc je crois qu'on ne peut que condamner tout à fait officiellement ce qui nuit aux principes républicains de base. Bruno Cotresse. Emmanuel Macron, en même temps, est dans son rôle de chef de l'État. Le chef de l'État doit produire évidemment un discours qui porte sur la question de l'ordre républicain, sur la question de la sécurité. Il est typiquement dans une posture de chef de l'État qui doit incarner aux yeux des Français, et pas seulement des Corses. Effectivement, il ne s'adresse pas qu'aux Corses dans ce discours, c'est tout à fait évident que sur le territoire de l'île, s'impose l'ordre républicain comme partout. Donc là, on est plutôt assez dans une posture que j'ai trouvée moi assez classique, alors qui effectivement ne
dit pas les choses de manière extrêmement précise, qui sans aucun doute a beaucoup de significations qui sont des significations que les spécialistes de la Corse décodent, évidemment. Mais pour moi, un discours qui est vraiment caractéristique d'une posture de chef d'État. Et là aussi, il faut féliciter la majorité territoriale actuelle d'avoir organisé une marche le 3 sans aucun débordement. Et on voudrait qu'il en soit autant sur les Champs-Élysées lors de certaines fêtes. Et comme on aime aller plus loin dans cette émission, vous vous en doutez, on s'est livré à une petite comparaison avec ce qu'avaient fait d'autres responsables politiques, et notamment François Mitterrand, qui a sérieusement marqué l'histoire de l'île. Écoutez un extrait de son discours. Je ne méconnais pas l'ampleur de vos problèmes. À tous les Corses qui m'écoutent, je dis rien ne serait pire que le repli sur soi. Et aux jeunes, mais prenez donc en charge votre destin. Vous le souhaitez, nous le voulons. Bâtissez votre vie, votre avenir. C'est comme cela que vous préserverez l'identité qui vous est chère. Vous avez raison de le vouloir, mais la République, elle, a raison de demeurer elle-même et de vouloir s'enrichir tout simplement de l'identité corse. Voilà, alors je vous ferai réagir peut-être tout à l'heure à cette réaction, à cet extrait du discours de François Mitterrand, mais nous venons de recevoir la réaction d'un des leaders indépendantistes, Gilles Simeoni, à l'instant. Je vous propose de l'écouter. Ce discours, manifestement, est un discours très en deçà des attentes et des enjeux, non seulement de la majorité territoriale, non seulement de l'ensemble des nationalistes, mais également d'une très grande majorité de Corses. Disons-le clairement, le président de la République aurait pu, à l'occasion de ce discours, s'affirmer comme l'homme d'État, capable à la fois d'enraciner la paix, de construire la réconciliation, de définir un cadre pour un dialogue serein et apaisé, prenant en compte la lutte, les aspirations, les intérêts de ce peuple, car le peuple corse existe. Le peuple corse existe et continuera d'exister bien après que nous ne soyons plus là. Il aurait pu faire tout cela, il ne l'a pas fait, il a choisi de ne pas le faire. Dont acte, nous considérons donc que c'est une occasion manquée. Voilà, on entend bien l'insatisfaction de Gilles Simeoni ce soir. Peut-être une réaction en quelques secondes. Oui, la déception est peut-être aussi à la hauteur des attentes qui étaient importantes, qui me paraissent aussi paradoxales, puisqu'on cette équipe se revendique autonomiste, voulant tenir les rênes de son propre destin, et en appelle à l'État aussi un petit peu comme si tout devait venir de Paris, tout devait arriver du ciel parisien. On attend beaucoup de l'État en Corse et je trouve ça un petit peu paradoxal. Je pense qu'il est temps maintenant que les dirigeants corses prennent leur destin en main. Ils parlaient d'un pays à faire, un paese et d'affa. La balle est maintenant dans leur camp. Michel Verger-Franceschi, que vous inspire cette insatisfaction évidente des leaders indépendantistes ce soir? On vient de voir d'abord Mitterrand qui parlait, comme tout le monde il y a 20 ans, de problèmes corses. Et moi je me réjouis que 20 ans après on parle de questions corses. Parce qu'un problème c'est difficile à résoudre. Alors qu'une question, c'est le mot qui est employé aujourd'hui par l'ensemble des médias, eh bien c'est quelque chose que l'on discute avec les autres partenaires. Et donc les attentes étaient peut-être placées à un niveau trop haut, notamment la co-officialité d'une langue qui n'est parlée à peu près que par 10% de la population. Et ça m'inspire donc la phrase de Pascal Paoli, qu'il ne faut pas acheter des tonneaux avant d'avoir planté sa vigne. Bruno Cotresse. Oui, alors pour reprendre le parallèle avec François Mitterrand, j'ai trouvé des phrases prononcées par François Mitterrand quasiment les mêmes que celles qu'a prononcées Emmanuel Macron aujourd'hui, l'idée de dire il faut saisir votre destin à la jeunesse. Oui, mais il leur avait dit soyez vous-même aussi. Il avait tendu la main. C'était relativement proche sur plusieurs aspects de ce qu'Emmanuel Macron a dit cet après-midi. Et par ailleurs, sur la réaction de Gilles Simeoni, c'est pas du tout surprenant parce que quand on a écouté Emmanuel Macron cet après-midi, on voyait bien qu'effectivement certains aspects du discours, tant sur le fond que sur la forme, allaient contrarier.
C'est très clair. Vincent de Bernardi, ça veut dire que la question Corse est très loin d'être réglée, même après ce discours d'Emmanuel Macron? En tout cas, il n'y a pas la réponse, visiblement, qu'attendaient les leaders nationalistes. Cette réponse, elle va peut-être pouvoir se construire dans les années qui viennent, mais elle ira sans doute petit bout par petit bout. Moi, j'ai trouvé le propos de François Mitterrand finalement assez moderne, bien plus moderne que le discours de l'actuel président de la République, qui est resté dans son rôle. Gilles Simoni lui conteste d'ailleurs cette qualité de chef d'État. Et c'est assez dur, ce qu'il dit. C'est peut-être le mot le plus dur dans son propos que vous avez capté à l'instant. Et donc, voilà, tout reste à faire. Tout reste à faire. On va s'arrêter sur ces mots. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Caroline Michel à Thierry Fabre. On va notamment revenir sur cette neige qui sème la pagaille sur une partie de la France et surtout sur l'Île-de-France. Alors, au-delà du phénomène météo, on va évidemment s'attarder sur la gestion politique de cet épisode. Les autorités ont-elles péché par manque d'anticipation? On va tenter de répondre à cette question juste après ce sujet d'Audrey Vuettaz. À gauche, des voitures à l'arrêt, des automobilistes piégés par la neige sur la nationale 118 près de Paris. Nous sommes alors en 2013. À droite, la même image hier soir. Une impression de déjà-vu et des naufragés de la route exaspérés. C'est vrai que ce serait pas mal qu'avec les leçons qu'on a à chaque fois que les choses changent, quoi. Je sais que c'est pas courant en Île-de-France, mais ça me semble pas insurmontable. Pourtant, comme il y a 5 ans, des voyageurs ont dû dormir à même le sol à Orly. D'autres ont été contraints de s'entasser dans des rames bondées. Et ce matin, pas de bus en Île-de-France. Pendant que la galère continue, on cherche des responsables. Ce matin, je suis partie prendre un train qui n'est jamais parti. Voie bloquée, aucune information voyageur. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, tire à boulet rouge sur le manque de communication. Pourtant, du côté des pouvoirs publics, on estime avoir fait le nécessaire. Hier à 13h, la préfecture de police appelait les automobilistes à préférer le métro ou le RER. Tout comme Elisabeth Borne, la ministre des Transports, 1 heure plus tard. Trop tard pour s'organiser, diront les critiques. Ce matin, la ministre s'en tenait toujours à ce seul message. Évitez de prendre votre voiture. Et pour le porte-parole du gouvernement, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. Il est difficile d'anticiper le nombre de centimètres qu'il va tomber. Quand vous salez de la voirie, jusqu'à 3 ou 4 centimètres, le sel est efficace. Au-dessus de 3 ou 4 centimètres, et on est bien au-delà, puisqu'on est sur 15, 20, 25 centimètres dans certains endroits, le sel est inopérant. De quoi s'interroger. Fallait-il placer l'Île-de-France en vigilance rouge, neige-verglas, avec pour consigne de rester chez soi? Cela n'a été fait qu'une fois en 2013 en Normandie. À l'époque, certaines congères atteignaient 2 mètres de hauteur, bien différent de l'épisode actuel. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Caroline Michel, journaliste au service enquête à l'Obs. Merci d'être ici. Thierry Fabre, rédacteur en chef adjoint à Challenge. Alors on ne va pas rester très longtemps sur ce sujet, mais c'est un sujet un peu incontournable. Est-ce que oui ou non, les autorités ont encore péché par manque d'anticipation? Pourquoi est-ce la galère, on peut le dire, la pagaille quand il y a 5, 6, 7 cm de neige sur Paris? Thierry Fabre. Alors c'est rituel, hein. On retrouve des polémiques comme ça, on fait sur les 10 dernières années, ça, à chaque fois qu'il y a un épisode neigeux, ça revient. Il y a effectivement un problème d'information. Le sujet du jour, c'est est-ce qu'il fallait lancer une alerte rouge et pas orange? Et donc effectivement, on peut se poser la question, puisque les automobilistes n'ont pas du tout été avertis quand on voit la catastrophe d'hier soir. Donc il y a un problème d'information. Il y a un problème d'équipement aussi. Moi je suis quand même sidéré de voir nos tramways par exemple, dès qu'il y a un épisode neigeux, à l'arrêt. Je peux témoigner de mon circuit ce matin avec des centaines de personnes parce qu'il n'y avait plus de tramway. C'était un spectacle étonnant. Donc ça pose la question de l'équipement et de la résistance à l'épisode neigeux. Voilà, mais effectivement, ce qu'on peut améliorer, l'équipement, c'est un peu compliqué. En tout cas, l'information, il y a clairement une amélioration pour que les gens soient vraiment alertés et laissent leur voiture chez eux. Caroline Michel. Ouais, je trouve qu'il y a un vrai truc de civilisation à ne plus accepter l'impondérable. C'est vraiment frappant. Alors évidemment, on en fait partie, on a tous galéré aujourd'hui, hier. Donc bon, je crois il ne faut pas l'oublier, évidemment que c'est une vraie galère, mais il y a un vrai truc de civilisation maintenant à ne plus supporter l'impondérable et à le trouver comme contre-civilisationnel, quoi. Et trouver un coupable. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est l'État, c'est tellement typique. Donc évidemment, mais on est tous pareils. On ne veut pas payer des impôts, mais on veut un service public nickel. Donc, mais il y a vraiment un truc. La vérité, moi j'ai envie. La vérité, c'est que c'est une galère et en même temps, c'est marrant. Enfin, je veux dire, non mais.
C'est vrai, on est tous là, on regarde, on prend des photos. On avait le sourire, c'est vrai, en voyant le paysage ce matin. Ça nous fait une... Et puis, il y a quelque chose de toujours incroyable, aller travailler quand même et tout ça. Bon. Donc, je crois que l'information, oui, pour résumer, l'information, oui, pour éviter les galères qui sont vraiment, je veux dire, un vrai problème. Mais laissons-nous cueillir par l'imprévu, quand même. Un peu de poésie. Allez, on passe à un autre sujet qu'on a évoqué dans le débat précédemment, mais je voudrais votre opinion. C'est évidemment la Corse et le discours d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est surtout adressé aux Corses. Il veut améliorer leur quotidien, leur sécurité. Il dit non à quasiment toutes les revendications nationalistes, sauf à la mention Corse dans la Constitution. Il veut ouvrir une nouvelle page. Écoutez. Je suis pour que chacun dans notre République puisse revendiquer son identité, sa spécificité. Et en Corse, bien entendu aussi. Mais si cette spécificité, c'est être l'ennemi de la République, c'est une dérive, une erreur. Et je ne pourrais pas l'accepter. Mais c'est surtout une trahison de ce qu'est cette identité même. Et le choix est simple aujourd'hui. Si nous voulons ouvrir cette nouvelle page, nous devons être fiers de ce qu'est notre République. Nous devons savoir l'adapter aussi au monde qui est le nôtre. Mais nous devons considérer que le choix fondamental, c'est d'ailleurs le choix que toute la nation française a eu en mai dernier, c'est celui entre l'ouverture et la fermeture. Et l'ouverture d'une nouvelle page, les indépendantistes ne le voient pas du même œil, puisqu'ils parlent d'occasion manquée. Ce soir, ils nous ont fait part de leur insatisfaction, on les a entendus tout à l'heure. Globalement, on sent que la question corse est loin d'être réglée. Je pense que c'est vraiment un moment très important pour la présidence Macron, parce que là, on est face à un vrai problème qu'il n'a pas anticipé dans la campagne. Problème récurrent de la République française, mais conjoncturel, qui se pose à lui. Moi, ce qui me frappe dans sa réaction, dans son discours d'aujourd'hui, qui est en gros non sur toute la ligne, c'est le manque d'innovation et d'imagination. On aurait pu entendre ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Le développement durable, l'ambition méditerranéenne ? Oui, ambition méditerranéenne. Je rappellerai les initiatives de Nicolas Sarkozy sur cette union méditerranéenne. Je ne vois pas, et dans sa manière, et dans le fond, quelque chose de vraiment innovant. On sait qu'aujourd'hui, il y a un fort mouvement pour une forme de fédéralisme en Europe qu'on peut accepter enfin, je veux dire, trouver comme une bonne chose ou une mauvaise chose, mais l'exemple de la Catalogne, il y a plein d'autres exemples. Il y a plein de mouvements qui nous indiquent qu'il y a un mouvement pour des populations, pour retrouver une dimension régionale qui est peut-être la bonne dimension pour mieux gérer, etc. Je n'ai rien entendu de vraiment innovant de la part d'Emmanuel Macron qui aurait pu nous faire penser qu'il saisissait ce moment pour aller nous présenter une idée politique nouvelle. Moi, je n'ai pas entendu ça. Innovation, d'accord, mais il a juste mis la ligne rouge. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, on ne peut pas accepter la revendication des nationalistes qui est de prendre une partie du pouvoir législatif. C'est ce qu'il demande, faire des lois, que les lois en Corse ne soient pas les mêmes que sur le continent. Donc c'est quand même quelque chose pour la France qui est difficilement acceptable dans notre République telle qu'on l'a organisée et conçue. Donc là-dessus, il a été très ferme. Effectivement, il a fermé les portes. Et on attendait peut-être plus cela que de l'innovation, finalement. C'est ça que vous nous dites. Non, je veux dire que là-dessus, il y a une ligne rouge qu'on ne dépassera pas, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas à la Corse le pouvoir de faire des lois. Il l'a dit clairement. Il peut imaginer des adaptations, a-t-il dit, sur certains règlements, sur les recettes fiscales, peut-être leur en donner un peu plus d'autonomie, mais clairement pas l'autonomie à l'espagnol, pas l'autonomie à l'allemande. Donc là-dessus... Sur la fiscalité, il a été plutôt clair. Il a dit attention, fiscalité locale, ça veut dire moins de dotation de l'État. C'est ça. Et deuxième point très important, c'est qu'il a remis les pendules à l'heure sur qui contribue et qui apporte les ressources. C'est la République. Vous savez, un expert a chiffré récemment, un ancien de la Cour des comptes, François Ecal, a chiffré à 400 millions d'euros les exonérations fiscales, dernière addition pour la Corse. C'est considérable. Et là-dessus, un exemple, il a parlé de la langue corse en disant, oui, très bien, vous savez, vous êtes la région où on soutient le plus les langues locales. Et ça coûte 9 millions d'euros par an. Donc on fait déjà cet effort. Donc c'est vraiment insister sur la République. Et il n'y a pas d'efficacité, c'est ce qu'il a dit aussi. Donc la République fait déjà des efforts pour la Corse. Il y a une nouvelle collectivité qui existe, expérimentez-la et arrêtez de nous embêter avec vos grands desseins d'autonomie. Donc c'est extrêmement ferme.
Que va-t-il se passer maintenant? C'est la grande question. Est-ce que ça peut dériver parce qu'il risque de choquer les nationalistes? C'est évident qu'on a eu une démonstration de fermeté. Il y a toujours le soupçon d'une forme d'autoritarisme chez Emmanuel Macron. On ne sait jamais si le discours va pas être enveloppant et la décision autoritaire. Là, il a été autoritaire dans la parole et dans la décision. C'est sûrement conforme à ce qu'est la République. Néanmoins, c'est ignorer le message politique qui a été donné dans les urnes. Est-ce qu'on peut être ferme sur les principes et à l'écoute innovant dans la forme? Il a répondu par non. Point final. Allez, on va poursuivre avec cette polémique qui touche l'Assemblée nationale. Ça ne vous a certainement pas échappé. Son président, François de Rugy, veut faire appliquer strictement le règlement contre les absentéistes avec des amendes qui pourraient atteindre 4 320 €, ce qui a provoqué une levée de boucliers parmi les députés, tous bords confondus. Je trouve ça assez invraisemblable. Je veux dire, quand on est député, on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas salarié de M. de Rugy ou du bureau de l'Assemblée nationale, et on n'est pas là pour marcher avec une pointeuse. Ça commence à faire suer ce côté professeur là, qui fait la leçon à tous les autres députés. De Rugy, c'est un député comme un autre, et s'il veut qu'on parle du statut particulier du président, qui a des avantages par rapport à tous les autres députés, qui a 30 collaborateurs, qui touche le double d'une indemnité, on peut parler de ça. Voilà pour la colère des députés, mais François de Rugy leur a répondu tout à l'heure, c'était au micro de nos confrères de LCP. Je suis quand même un peu étonné d'entendre des députés qui votent des lois, qui votent le règlement de l'Assemblée nationale, appeler à sa non-application. Je constate quand même que souvent les députés, notamment dans certaines familles politiques, sont pour une application stricte de la loi à l'extérieur de l'Assemblée pour les Françaises et les Français. Et il serait pour que les députés, eux, s'exonèrent de leurs propres règles. Ce n'est pas défendable. Thierry Fabre, on sent que c'est extrêmement tendu tout de même. C'est très tendu. Alors, il aurait pu y aller de façon un peu plus soft, mais sur le fond, il a totalement raison. C'est-à-dire que ce règlement existe depuis 1994, il n'a jamais été appliqué. Les députés ont toujours refusé le contrôle de leur présence dans l'hémicycle. Mais pourquoi? Il y a peut-être une raison. Mais alors, jusqu'alors, il y avait une vraie raison, c'est que c'était pour la plupart des cumulards. Et donc, ils venaient extrêmement rarement. Effectivement, l'association Regard Citoyen, qui comptabilise leur travail en commission et en séance, a montré que certains, vraiment, étaient très rarement là. Donc, il y a un problème de présence. Depuis, le cumul a beaucoup disparu, beaucoup diminué. Et donc, il devrait être beaucoup plus présent. Les comptages qui ont été publiés récemment sont discutables, effectivement, comment on compte la présence d'un député, si c'est par un amendement, par une question au gouvernement, donc on peut discuter, mais du type de critères, mais il n'empêche que le contrôle est insuffisant. Et le problème, quand on interroge les députés, notamment La République En Marche, quel est-il? C'est qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Il y a encore trop de députés, beaucoup s'ennuient. Ceux qui se placent dans les commissions importantes ont beaucoup de travail, voire sont surmenés, mais que font tous les autres? Et donc, ça se retrouve après dans le contrôle de leur travail effectif dans l'hémicycle. Donc, c'est un vrai sujet. Et vous allez dans le sens d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui lui voit carrément une stratégie politique. On sait très bien pourquoi c'est fait, dit Éric Coquerel. C'est fait pour justifier le fait de réduire le nombre de parlementaires à la fin, Caroline Michel. Oui, alors moi je suis complètement d'accord. La position des députés n'est absolument pas audible. Comment le législateur peut dire « Ah ben non, il y a un règlement, mais moi je ne veux pas qu'il s'applique ». Soit il y a un problème de critères, il faut les revoir, soit la règle est la règle et il faut l'appliquer. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas être autrement. Et ce qui est gênant, je trouve, c'est que cette Assemblée qui était censée marquer une nouvelle étape dans notre vie politique ne fait que revenir dans les pas de ses prédécesseurs. Déjà sur la loi de transparence de la vie politique, ils ont refusé un contrôle de leurs frais, ils se sont exonérés d'un certain nombre de demandes de la représentation. Et là, ça recommence. Ah ben non, on ne veut pas qu'on soit contrôlé. Soit il y a une raison, et il nous l'explique, et je ne l'ai pas entendu, soit il n'y a pas de raison, et il faut en effet que la règle s'applique. Mais il est évident que derrière, il y a un cheminement politique qui se fait. Thierry vient de le dire très clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, si les critères sont la participation à la fabrication de la loi, sachant qu'on est dans un régime plutôt présidentiel, effectivement, ça ne marche pas et on va logiquement
vers une réduction du nombre des députés. Mais est-ce que ça n'alimente pas tout de même l'antiparlementarisme ambiant? Je vous cite juste Philippe Gosselin, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée. C'est assez populiste. J'attends du président de l'Assemblée qu'il prenne un peu plus de hauteur. Il n'est pas vraiment du côté de ses députés. Chaque fois qu'on critique un élu, qu'on sort une affaire de corruption, qu'on souligne un dérapage... Non, mais là, il jette l'opprobre sur tous les députés. Oui, c'est-à-dire pas tous, c'est-à-dire il y a un problème. Il pose le problème. Et le fait de poser le problème, ensuite on dit, mais oui, mais c'est populiste. Non, on pose le problème. Contrôler la présence des parlementaires à l'Assemblée nationale, c'est quand même la base. Après, discutons de comment la contrôler. Parce qu'effectivement... Mais le dire publiquement, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça n'alimente pas l'antiparlementarisme? C'est-à-dire que les citoyens... Il y a peut-être un calcul politique de François de Rugy derrière tout ça, mais il n'empêche, quand on se rend compte que le règlement n'est pas appliqué depuis 1994, le problème reste là. Et donc il faut le poser, ces réactions sont systématiques. Chaque fois que le problème a été posé, c'est toujours la cuirasse, vous savez, oui, le populisme. Sauf que c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Et le corporatisme, parce que là, on est quand même content d'entendre Alexis de Corbière de la France Insoumise d'accord avec les Républicains. Donc il y a quand même une vraie question, en effet, qui est s'il conteste le critère, qu'il nous l'explique. Et alors c'est allé très loin, je vous le dis tout de même pour information, puisque même les députés de la majorité sont en colère et portent des accusations assez graves. Claire Aupetit, députée de l'Eure, accuse François de Rugy d'être entièrement responsable de la défaite des candidats La République En Marche dimanche dernier lors des législatives partielles. Je la cite, « Quand vous avez un président de l'Assemblée nationale qui passe son temps à aller dans les médias en disant que les députés ne travaillent pas et qu'il faut leur enlever jusqu'à 4 000 et quelques euros, c'est inadmissible. » Moi, j'ai envie de dire que La République En Marche apprend vite la politique politicienne. Ça va très très vite, ça fait que 6 mois... Et c'est dit. Dernière petite info du jour, Nathalie Kosciusko-Morizet qui quitte la vie politique, cette fois a priori définitivement. Elle part travailler à New York pour Capgemini. Elle est toujours conseillère de Paris, mais elle démissionnera de son mandat cet été. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, c'est pas la première. C'est loin d'être la première. Juste pour mémoire, il y a Renaud Dutreil qui est déjà installé à New York pour LVMH, donc elle ne sera pas toute seule. Le départ définitif de la vie politique, on sait maintenant à quoi s'en tenir, hein, c'est jusqu'à ce qu'elle revienne. Moi, j'ai une vraie interrogation. Si elle a des atouts, évidemment, pour revendiquer. Je rappelle quand même qu'elle est ingénieure, polytechnicienne. Bon, elle a parfaitement le CV, je dirais, pour revendiquer d'exercer un vrai travail, entre guillemets. Jusqu'à présent, pour avoir assez souvent travaillé sur la question, ces élus ou ex-élus ont été employés par des entreprises dans une parenthèse pour leur carnet d'adresses, pour ouvrir des portes, en attendant qu'ils reviennent au pouvoir et qu'il renvoie l'ascenseur. J'aimerais vraiment, pour ne pas alimenter le populisme, croire que Nathalie Kosciusko-Morizet part pour de bon. À 44 ans, elle est quand même la sœur de Pierre Kosciusko-Morizet, qui est un chef d'entreprise. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils se sont souvent chamaillés autour du repas familial pour savoir ce qui impliquait vraiment un changement dans la vie des gens. Est-ce que c'était l'économie, ce que disait Pierre, ou est-ce que c'était la politique que disait Nathalie? J'espère vraiment que c'est un vrai choix de carrière et qu'elle va vraiment faire carrière à Capgemini. Et pas une stratégie. Le passage politique privé, sur le fond, il est sain et il n'a pas assez existé jusqu'alors. On a vu effectivement des gens faire carrière dans la politique et ne faire que ça toute leur vie. C'est en train de changer avec notamment l'arrivée des députés République En Marche, qui étaient souvent dans le privé et qui deviennent politiques et qui vous disent on va faire ça un temps et on repartira. Donc les allers-retours, pourquoi pas. Mais après, effectivement, il faut les regarder et là encore les contrôler. Parce que quand on voit effectivement certains qui monnayent le carnet d'adresse comme ça s'est fait par le passé, ou ceux qui viennent du privé dans la République En Marche et qui sont à voter des lois, parfois sur leurs anciens secteurs, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts et on est toujours assez amateur en France pour régler ce système de conflit d'intérêts. Quand on voit, souvenez-vous, François Fillon qui avait créé sa société de conseil alors qu'il était parlementaire, donc ça devient un peu plus compliqué. Juste avant, oui, exactement. Tout juste avant, ça devient un peu plus compliqué, mais globalement, on a du mal à avoir ces règles qui doivent justement surveiller le passage public-privé qui, sur le fond, encore une fois, est sain et qui empêche de faire des apparatchiks qui ne font que de la politique toute leur vie. C'est-à-dire contrôler des règles. Si on va vers là, ce qui en effet est sans doute sain pour éviter d'avoir des professionnels de la politique, il va falloir qu'on change notre manière de penser et qu'on soit beaucoup plus transparent sur les clients, sur ce qu'ils font. Et on en est vraiment loin, donc on va voir.
Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées riche en sujets, riche en thèmes. Et merci d'avoir joué le jeu. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Nicolas Menet. Ce spécialiste de l'innovation tire la sonnette d'alarme sur les start-up françaises. Elles ne créent pas d'emplois, elles ne parviennent pas à être pérennes. Dans un livre coécrit avec Benjamin Zimmer, Start-up, arrêtons la mascarade, il propose des solutions. À tout de suite après une courte pause. À la Bourse de Londres, cacao qualité supérieure, 730 francs le kilo. Ça m'énerve parce que ce n'est pas à eux de décider du prix. Si le chocolat est du Togo, alors c'est le chocolat à qui? C'est pour nous. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est de faire du cacao togolais un cacao spécial. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, même si notre avenir est très petit là, on a de l'avenir. Les dessous de la mondialisation. Chocolat, le prix de l'indépendance, ce soir à 23h sur Public Sénat. À la question qu'on pose souvent, quel livre amèneriez-vous sur une île déserte? Mais une bibliothèque, pas un livre. Vous avez une fascination pour le 19e siècle. Dumas, Jules Verne, Maupassant, Flaubert, Balzac, tous. Balzac parlant des femmes, je trouve ça extraordinaire. Eugénie Grandet. Et elle n'est pas extraordinaire, cette Eugénie Grandet. Pourquoi elle est extraordinaire? Elle tombe amoureuse du cousin, elle lui donne tout, il la trahit, elle va régler les dettes pour lui permettre de se marier, c'est elle le personnage central. Mais elle meurt d'amour. Pour vous, c'est une faiblesse ou c'est une force? Je sais pas. Livrez-vous, vendredi à 22h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour et nous recevons ce soir Nicolas Menet, sociologue, fondateur du cabinet de conseil en innovation Adjuvance. Vous publiez avec Benjamin Zimmer Start-up, arrêtons la mascarade. Alors qu'on soit bien clair, vous ne critiquez pas du tout l'existence des start-up, le bien fondé des start-up. Vous dites même qu'elles peuvent changer le monde à condition de revoir leur modèle économique, c'est bien ça ? Alors, vous avez tout à fait raison, on n'est pas anti-start-up, bien au contraire, on est plutôt très positif et on a beaucoup Parce que le titre pourrait laisser penser le contraire, c'est pour ça que je précise là tout de suite. Absolument. On est plutôt dans une force de proposition sur pourquoi les start-up sont vraiment un vrai vecteur d'innovation et de création de compétitivité, d'emploi, que ce soit pour la France ou dans le monde, en particulier en France, puisque la France est vraiment championne en fait en termes d'investissement dans les startups. On est vraiment très bien placé au niveau mondial. Donc notre proposition, c'est pourquoi pas utiliser ce nouveau modèle pour en faire un projet de société. Alors on y viendra plus précisément. D'abord le constat. Vous dites on est les champions dans l'investissement dans les startups, sauf que le constat est assez terrible. Une startup sur 10 vit plus de 5 ans et 74% affichent un résultat en perte. C'est bien ça? C'est exactement le constat de départ qui nous a donné envie de faire ce livre avec mon co-auteur Benjamin Zimmer. Aujourd'hui, effectivement, vous avez l'annonce d'un fonds public de 10 milliards d'euros par le président de la République. On a en 2017 une année record en termes de levée de fonds qui s'approche à peu près des 3,5 milliards d'euros, ce qui est quand même des sommes conséquentes. Et en face de ça, vous avez 90% effectivement, selon une étude INSEE de 2016, des startups qui ne passent pas le cap des 5 ans. 74% d'entre elles, comme vous l'avez dit, sont en déficit également. Donc le problème est là, c'est-à-dire qu'on a investi, on a tout ce qu'il faut pour réussir, et pourquoi ça ne marche pas exactement? Et elle ne crée pas d'emplois, pas d'innovation? Alors bien sûr qu'il y en a qui créent des emplois, bien sûr qu'elles créent des innovations, il y a des licornes qui commencent à émerger, attention, hein, le tableau n'est pas aussi noir. Mais elles peuvent aller encore plus loin et avec les moyens qui sont mis sur la table, probablement on peut vraiment devenir champion. Alors vous dites que les startups manquent aussi d'accompagnement. Vous avez créé le personnage de Tom qui se lance un petit peu sur un coup de tête, sans préparation. Il va tout de même réussir l'étape de la levée de fonds, mais considérez que c'est déjà en fait une victoire et que tout le travail est terminé alors qu'en fait tout commence. Exactement, vous avez parfaitement bien résumé. La plupart du temps, une des erreurs majeures qui est faite, c'est de penser que la levée de fonds est une fin en soi, alors que c'est effectivement le démarrage de quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir être très prudent et qu'il va falloir vraiment proposer une stratégie, un accompagnement. Et une des propositions effectivement qui est faite, c'est qu'aujourd'hui, les structures d'accompagnement, qu'elles soient publiques, parapubliques ou privées, génèrent des accompagnements bien plus
plus solide en fait, effectivement, et que les entrepreneurs n'aient pas peur de solliciter ce type d'accompagnement. Vous dites on a laissé faire, vous accusez qui quand vous dites on a laissé faire? Ce sont les gouvernements qui ne se sont pas vraiment impliqués, qui connaissaient peut-être mal la question des start-up. Vous dites on a laissé faire. Alors, le gouvernement a probablement... pas celui-ci, mais les gouvernements passés. Voilà, exactement, peut-être une part de responsabilité, mais... On a laissé faire, c'est justement ce flou est volontaire, c'est le marché. Voilà. On a beaucoup cru au marché, la main magique du marché, cette économie de marché où on se dit que le darwinisme entrepreneurial va fonctionner, c'est-à-dire qu'on va semer, on va investir et on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand on dit on a laissé faire, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on pourrait légèrement orienter quelque part les investissements pour avoir plus de productivité en termes d'entreprises pérennes et qu'un porteur de projet, un entrepreneur, un start-upper devienne un chef d'entreprise. Et pour ça, il y a du laisser-faire, certes, parce qu'il faut laisser la place à l'innovation, à la créativité, mais il faut évidemment énormément accompagner pour que ça puisse devenir pérenne et viable. Et là, vous remettez clairement en question les modes de financement. Hein. Vous dites, en fait, la start-up, c'est devenu un placement financier, mais il n'y a pas vraiment presque de volonté idéologique, éthique, pour améliorer la société. Alors, le mode aujourd'hui, une des mascarades aussi dont on parle, c'est vrai que depuis les crises financières très importantes qu'on a vécues entre 2000 et 2008, notamment la crise des subprimes évidemment, beaucoup de liquidités se sont retrouvées sur les marchés et beaucoup d'investisseurs effectivement ont utilisé la start-up plus comme un véhicule financier, vraiment que comme la création, comme le creuset de l'innovation pérenne en fait. Mais c'est possible de rendre un investissement éthique, plus humain, plus... vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui a envie d'investir et d'avoir de l'argent en retour et de gagner de l'argent en retour, après tout, il s'en fiche un peu de savoir si la start-up va améliorer le monde, changer le monde ou améliorer la société. Alors, comment les convaincre, les investisseurs? Tout à fait. Ce qu'on dit, c'est pas, on n'oppose pas le monde éthique et du monde lucratif avec des financiers d'un côté et de l'autre côté des gens qui font le bien de l'humanité. Absolument pas. Ça, c'est vraiment pour nous un combat qui est totalement dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien être un investisseur, investir dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt général et surtout qui va vraiment répondre à des besoins. Il faut savoir que dans les 90% dont on parlait tout à l'heure, il y a 42% des startups qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ne répondent à aucun besoin du marché. Parce qu'il n'y a pas eu d'études de marché, il y a eu pas d'études de marché, exactement. Alors les études de marché, certes, mais aussi peut-être une vision stratégique d'une puissance organisatrice. Ça peut être l'État, ça peut être des collectivités, ça peut être des collectifs de citoyens également, qui pourraient organiser en fait, organiser là où on va décider d'investir. Et d'ailleurs, on parle dans le livre de planification. Alors attention, on n'est pas dans la planification et ses connotations politiques, on va dire, dangereuses. Au contraire, on est dans une programmation, une programmatique. Et l'exemple qu'on donne, qui est l'univers duquel Benjamin Zimmer et moi-même on est issus, c'est la Silver Economy. La Silver Economy, on sait en 2030 qu'on aura un tiers de la population française qui aura plus de 65 ans. C'est écrit dans l'histoire, c'est-à-dire qu'à part une guerre nucléaire qui ferait qu'on aurait des millions de morts, on aura 30% de la population française qui a plus de 65 ans. Ces gens ont des besoins, des attentes, évidemment pour l'avenir. Autant planifier autour de ce besoin-là. Et on en a d'autres, bien sûr. C'est là qu'intervient la notion de profitabilité intégrale, c'est ça? Exactement. La profitabilité intégrale, c'est cette façon dont on va planifier les besoins, on va orienter l'investissement. J'ai bien dit orienter, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui décide, on n'est pas dans la planification idéologique. On oriente, on va susciter l'investissement, proposer, sélectionner, pour que chacun s'y retrouve. Et comme vous allez répondre à un besoin, la notion de marché n'existe plus, puisque vous répondez de façon utile, évidemment, aux besoins du marché. Donc vous avez vos parts de marché, vous avez votre retour sur investissement pour les investisseurs, et vous avez une entreprise pérenne pour l'entrepreneur. Il nous reste 15 secondes. Il y a une ville chinoise qui vous a inspiré. Ça existe, c'est pas idéaliste, c'est ça que je veux dire. Exactement. Alors, la ville chinoise est un très bon exemple. Ils ont fait une consultation publique, une consultation citoyenne pour qu'une agglomération, malheureusement, on ne pourrait pas le prononcer correctement, mais qui s'appelle le Xuaimei, donc qui, effectivement, une consultation qui a permis de décider
qu'à un moment donné, on mettrait des personnes à cet endroit-là de cette façon-là. Et c'est à lire dans Start-up, arrêtons la mascarade. Merci Nicolas Menet, écrit donc avec Benjamin Zimmer, je le précise, le co-auteur. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour plus d'informations. L'invité de Territoire d'Info, demain c'est Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Bonne soirée, restez au cœur du débat.